Maintenant, je vais introduire la venue de Elisabeth Haine. Alors, je voulais juste déjà vous dire pourquoi j'ai proposé, alors comment ça se fait que je suis rentrée en contact avec Elisabeth Haine, qui est franco-norvégienne. Il n'y avait pas vraiment de raison que je la rencontre, ou d'occasion, parce qu'elle ne vit pas du tout en Alsace, elle vit dans le sud-ouest. En fait, on a une amie Facebook commune et qui m'a contactée, et que je ne connais pas plus que par Facebook, et qui m'a contactée parce qu'à l'époque, j'avais invité Inge Auerbacher, et cette personne en Norvège avait aussi des liens et avait invité Inge Auerbacher à témoigner là-bas. Et donc elle m'a contactée, elle m'a dit ce serait bien si vous pouviez faire écouter et découvrir le livre d'Elisabeth Haine. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'on s'est rencontrés, qu'on a créé ce lien. Alors ce livre est un livre extrêmement touchant, qui moi m'a beaucoup émue, parce qu'il se passe, en fait c'est la transmission à travers une malle, une valise, donc par rapport à mon projet ça avait tout son sens. C'était la transmission de l'histoire de la montée du nazisme dans une famille, à l'intérieur d'une famille, et tout ça retranscrit à travers des courriers découverts et transmis par sa mère, des courriers dans une malle qu'ils se transmettent depuis l'époque de la dernière guerre. Et ce qui était particulièrement touchant, c'est de sentir d'une part la montée progressive à travers ces lettres du nazisme. Donc cette famille qui a été écartelée, puisqu'il y a une partie de la famille, donc la grand-mère d'Elisabeth, qui a pu partir, et qui a osé partir, à Shanghai, qui était le seul endroit en 1938 qui était encore ouvert aux juifs sans visa. Et le reste de la famille est resté pour une partie à Prague, et le grand-père est resté à Berlin. C'est une famille qui a passé son temps tout au long, et ça on le sent tout au long des lettres, à croire en la vie, à perdre espoir, mais à reprendre espoir, et qui ont passé leur temps comme ça à rebondir avec toutes les difficultés et cherchant tout le temps à fuir, cherchant à éviter, enfin à fuir l'Allemagne nazie, l'Allemagne et Prague, et pour essayer de trouver un havre de paix, et à chaque fois avec un échec, avec un écueil, parce que les lois avaient changé, la situation avait changé, et cette famille qui rebondit et qui croit à la vie, je trouvais que c'était très important, elle l'a cru jusqu'au bout. Ce qui était aussi important dans ce livre et qui m'a touchée, c'est que malgré la guerre, malgré la montée du nazisme, les liens familiaux sont restés extrêmement puissants. On imagine qu'à l'époque, entre Shanghai et Prague, j'ai du mal à imaginer comment les courriers passaient. Donc déjà, d'imaginer qu'il y a eu une correspondance aussi dense, qui permet vraiment de retracer en fait l'histoire, c'est déjà très impressionnant, et aussi que les liens familiaux se sont préservés jusqu'au bout, et les liens sont restés très forts malgré la distance. Et ce qui était aussi fort dans le livre, c'est cette idée que c'est une famille normale, une famille banale, avec malgré la guerre des moments de famille normaux, comme dans n'importe quelle famille, des ruptures, des tensions, des conflits belle-fille, belle-mère, des conflits fille-mère, des conflits conjugaux, des naissances, des décès, enfin une vie normale malgré le drame qui se passe autour, et aussi une histoire de courage, de compassion et de loyauté, et une histoire de résilience. Et la musique est omniprésente dans le livre, la musique, l'opéra, le théâtre, tout ça les aide à tenir dans les différents endroits où ils sont, hein, aussi bien à Shanghai que ça l'a été à Prague, et tout ça c'est très émouvant. Donc c'est un livre avec des tristesses, avec des douleurs, des rancœurs, une justice qui n'est pas juste, je pense qu'elle en parlera tout à l'heure, mais c'est un livre qui permet de garder espoir, parce que si Elisabeth Haine est là, c'est grâce au fait que sa mère a osé partir et prendre le risque d'aller dans un endroit pas très hospitalier, et étrange et compliqué pour quelqu'un qui venait d'Europe. Et donc, bon, je vais lui laisser la parole, et en tout cas, je conseille à tout le monde d'acheter ce livre. Quand on le prend, on ne le lâche plus, jusqu'au bout. C'est un livre qui est tout à fait adapté pour les lycéens et les collégiens. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je tiens d'abord à vous dire comment je suis émue par ce projet que vous avez mené depuis la rentrée, et qui, j'espère, continuera. Surtout ce film qui a été énormément... J'ai un fils qui est metteur en scène, et je pense qu'il aurait que de louanges à faire à ce film. Ça m'a beaucoup ému. Et je tiens aussi à remercier Madame Laurent et
aussi la chapelle de la rencontre de m'inviter à vous parler de ma famille ce soir. Je suis très honorée d'avoir la possibilité de vous présenter cette famille et les déboires et l'amour et la cohérence de cette famille à travers les années. Eh bien, j'appartiens à la génération d'après-guerre, donc je n'ai pas connu la guerre moi-même, mais j'appartiens à la génération qui a des parents qui n'ont pas voulu parler de la Shoah. Et cette génération, avant la nôtre, cette génération de silence, nous a beaucoup perturbés. Je ne parle pas de moi-même personnellement, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des parents, surtout ma mère, mes parents qui ont combattu leurs démons de la Shoah dans l'optique de nous faire savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la famille, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie avant la guerre, pendant la guerre et après. Et donc c'est par ces histoires de famille, mais aussi par une correspondance soutenue de 1938 jusqu'à 1942 de cette partie de la famille, de la part de ma mère, mais aussi d'un de ses oncles, et je vais vous faire connaissance de la famille tout à l'heure, qui donne vraiment un aperçu de ce que la famille a éprouvé, mais aussi les relations personnelles et aussi même historiques et politiques, parce que cette famille a été, chacun de là où ils étaient, que si c'était à Shanghai, à Prague, à Terezin ou à Berlin, ils ont fait partie, ils étaient les victimes de cette politique qui était, disons, l'annihilation du peuple juif. Donc, je voulais faire un livre parce que lorsque ma mère est décédée, et on a nettoyé la maison pour le mettre en vente, j'ai trouvé dans cette malle dont Francine nous a parlé une pile de lettres que je connaissais exister déjà depuis mon enfance, bien empaquetées, bien avec une ficelle autour, et marquées dans des lettres très apparentes. Ne jetez pas ces lettres, elles marquent la fin de ma famille. Donc j'ai toujours eu qu'il a dû avoir beaucoup de substance dans ces lettres, mais il m'a fallu une maturité et un moment de la vie pour pouvoir attaquer les lettres pour les transmettre, parce que c'était mon optique de pouvoir transmettre. Tout le monde sait, nous les Juifs, on dit toujours que les gens qui nous sont très proches, quand ils meurent, ils peuvent mourir deux fois, quand ils meurent physiquement, et encore quand on perd leur mémoire. Là, ça, c'est disparu pour l'éternité. Donc, quand j'ai pris ma retraite, je me suis décidée d'essayer de faire quelque chose avec les lettres. Je vais vous montrer aussi l'état de ces lettres. Ça n'a pas été facile. D'abord, les lettres sont écrites sur du papier, chez nous on dit du papier de courrier très 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 mince, sur les deux côtés, parfois aussi écrite à la main, et ensuite en allemand. Et donc moi j'ai quelques connaissances d'allemand, mon mari encore plus. Donc on a été obligé de traduire ou de faire des résumés de toutes les lettres. Donc ça a été un travail de 4 ans à peu près, de faire tout ça. Donc je pense que je vais commencer aussi par vous faire une analyse de la recherche des sources. Donc, si vous pouvez faire le prochain. Comme je vous dis, c'est la correspondance soutenue entre les membres de la famille entre 38 et 45.
Et il y a aussi une documentation officielle de sources primaires, les protocoles d'interrogatoire, documents de transport de prisonniers, de déportés, etc. Ça a été aussi un travail assez fastidieux. Et donc, il y a beaucoup de recherches sur Internet et des histoires de famille, dont je vous ai parlé maintenant. Et en 1984, j'ai fait une interview avec ma mère sur des cassettes, où elle m'a parlé de ces années de guerre et ce qu'elle a vu. Et donc, je ne l'ai pas amené avec moi parce qu'on a fait cette interview en anglais, mais je vais vous lire un petit quelque chose sur ce qu'elle a éprouvé. Elle était avec son mari, elle était avec son mari à Vienne, là où ils habitaient, et un jour où Julius, c'est son mari, était au travail, j'ai dû sortir faire quelques courses pour le dîner. J'ai pris le chemin habituel pour l'épicerie, quand soudain, des files entières de véhicules marqués de croix gammées m'ont doublé en trombe. Ils se sont d'abord arrêtés devant les magasins appartenant des Juifs. Un groupe de soldats est entré dans l'un d'eux. « Sors de la salle, Juif !» a crié un d'entre eux. Le propriétaire abasourdi s'est laissé pousser dans la rue. « Allez, le vieux, fais-nous donc une petite danse » a-t-il dit en sortant son revolver. Dans une sorte de frénésie sauvage et la mine effarée, le vieil homme s'est mis à danser. Des gens s'attroupaient, je regardais horrifié. « Maintenant, nous voulons que tu laves le trottoir avec ton magasin. Voici une brosse. » Et ce pauvre homme, sans défense, prit la brosse, s'accroupit avec lourdeur sur le trottoir et commença à reculer. À cet instant-là, j'étais si dégoûtée de cette provocation que je voulus intervenir. Mais un bras m'attrapa avec force par derrière. C'était une voisine. Elle me chuchota à l'oreille. « Ilouche, tu es folle. Si tu interviens, tu vas être raflé et qui sait ce qu'ils te feront. » Je suivis son avertissement et quittai la scène bouleversée. Quand Julius est rentré, je lui ai tout raconté. Il fronça le sourcil et déclara « L'avenir en Autriche ne nous offre rien de bon. Il va falloir partir d'ici. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Et disons que le seul endroit pour mes parents, c'était la Chine, et notamment Shanghai, parce que à cette époque-là, en 1938, quand ils sont partis, ils n'exigeaient pas de visa. Donc ils sont partis à bord le paquebot, le Conte Rosso, le 6 octobre 1938. Alors, si je continue un tout petit peu, juste pour vous donner quelques idées, vous passez le prochain ? Voilà. Avant. Voilà. Juste 2 mots sur le monsieur qui est là sur la planche là. C'est le reporter en chef du journal Bild, qui fait partie de l'entreprise média de Axel Springer, qui lui aussi était sur la piste de recherche sur mon grand-père paternel de Berlin. Et il m'a contacté pour me demander si j'étais la petite fille de Erwin Tausig, que vous allez connaître. Et j'ai dit oui. D'abord, je ne savais pas si je devais répondre ou pas, mais oui. Alors, je lui ai dit, je suis en train de faire quelques recherches moi-même sur mon grand-père et sur ma famille. Alors, il m'a dit, alors j'ai des documents pour vous. Alors, ce monsieur m'a fourré de documents, de protocoles d'interrogatoire, de dossiers et
des tas de renseignements dans le projet et pour lui, je suis très reconnaissante. Ici, sur cette photo, il avait arrangé une réunion du bureau central de la restitution de dégâts de guerre à Berlin. Et là, ils ont sorti tous les dossiers qu'ils avaient sur mon grand-père, sur sa deuxième femme, et ils nous ont donné énormément de données. Voilà. Alors, il y a bien le prochain. Pardon, le prochain. Voilà. Alors, comme c'est une saga de famille avec plusieurs récits, alors je vais essayer de parler des trois. Donc, le premier récit, c'est celui dont on parle le plus souvent, c'est le récit de la famille Flusser, Tausig, Flehner. Ce sont ma famille qui habitait Vienne, Prague, qui a été déportée à Terezin, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, au Schwarzheide, un camp de travail 20 km au nord de Dresde. Donc il y a aussi la famille. Le deuxième récit, c'est le récit de la famille qui s'est fui à Shanghai, parce que la vie à Shanghai, il y a quand même, c'est peut-être pas aussi bien connu, qu'il y avait quand même une colonie de à peu près entre 17 et 20 000 juifs à Shanghai pendant la guerre. Alors il y a toute une histoire à faire là. Et le troisième récit, c'est le récit de mon grand-père paternel, qui a été divorcé de sa première femme, de ma grand-mère maternelle, et c'est j'ai dit mon grand-père maternel, et de sa deuxième femme, qui n'était pas juive, qui l'a hébergée et cachée pendant toute la guerre. Et là aussi, je pense qu'il y a des dramatiques aussi, une histoire dramatique. Alors là, maintenant, vous allez voir un petit peu l'état des lettres, si vous le passez les... C'était avant. On est passé. C'était avant. Ah, Ouais, c'était avant. avant. Avant ça. Ouais. Juste entre. Là. Non. Voilà. Et là, vous allez voir à peu près ce qu'on a eu au travail. Alors c'était un travail fastidieux, il fallait quand même faire des résumés. C'était impossible de traduire tout ça. Mais on est arrivé à comprendre ce qu'il voulait dire. Et quand on refait les lettres, c'est quand même, ce n'est pas traduit mot par mot, mais le sens y est. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Alors, de là, je vais juste vous faire connaître un petit peu notre famille. Alors, si vous... Là, voilà. Ma mère, Ilush, née Tausig Flehner. Elle est née en 1913. Mais ne vous laissez pas tromper par cet aspect de bien-être et de richesse d'une femme avec son manteau de fourrure et tout ça. C'est une photo qui a été prise en Chine, à Shanghai, mais pour dire à la famille en Europe que ça va, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est bon, c'est bon. Entre-temps, il y a eu la misère, il y a eu l'occupation des Japonais et tout. Mais là, il faut dire que ça va. Quand même, moi j'interprète ces photos, mais moi je vois dans son visage une certaine satisfaction. Elle regarde directement dans la caméra, elle sourit. En ce moment-là, elle a eu son premier enfant, qui était mon grand frère, qui avait 9 ans de plus que moi. Et ça me rassure un peu, quand je le vois. Alors, maintenant, mon père Julius Flehner. Là, je vois dans son visage, c'est peut-être qu'il est un petit peu astigmaté, et comme moi, d'ailleurs. Je vois, il ne regarde pas trop dans la caméra,
il a l'air un petit peu sérieux. Et donc, j'ai perdu mon papa quand j'avais 8 ans, donc je ne l'ai jamais vraiment connu. Mais je vois là dans son visage quelqu'un qui est sérieux, mais quelqu'un qui sait prendre des décisions. Et c'était mon père, parce que c'était l'idée de mon père d'aller en Chine, c'était l'idée de mon père de quitter la Chine après 9 ans, de s'installer en Amérique du Sud et de faire un enfant et aller aux États-Unis. Et cet enfant, c'était moi. Donc, c'est quelqu'un qui savait prendre des décisions et faire, et ne pas tout ça dans la tête. Ensuite, voilà, ça c'est la grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui s'appelle Elisabeth comme moi. Alors, vous allez voir. Ça c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est une femme qui prend des décisions et qu'il ne faut pas trop la déranger. Et je pense que dans les lettres aussi, c'est quelqu'un qui veut diriger et qui, si elle n'est pas contente, pauvre vous. Voilà. Ça, c'est Elisabeth. Ensuite, Elisabeth a eu 3 enfants. L'aînée, Hermine, c'est ma grand-mère maternelle. Hermine est allée à Berlin quand elle avait 15 ans, quelque chose comme ça. Ses parents l'ont envoyée à Berlin, peut-être pour sa culture générale. Et là, elle a rencontré un homme qui avait 7 ans de plus que lui, un homme charmant. Elle est tombée absolument amoureuse de lui. L'année d'après, ils se sont mariés. Et je vais vous raconter l'histoire, mais ce mariage n'a pas été fait pour durer, mais ils ont quand même eu un enfant. Et cet enfant, c'était ma mère. Mais regardez Hermine, elle a l'air un tout petit peu soucieuse, peut-être un petit peu douce. On voit quand même un petit peu, on interprète, mais on essaye de voir dans leur visage comment ils ont vécu ce qui leur est arrivé et comment ça s'est fait. Voilà. Voilà pour Hermine. Le deuxième enfant d'Elisabeth, c'est Gyula. Et Gyula est celui qui a le plus de correspondance. C'est ma mère et le petit frère, vous allez voir maintenant, qui ont écrit le plus de lettres. Gyula était, c'est l'homme qui unissait la famille, c'était le diplomate, c'était l'homme qui restait auprès de sa mère. Il aurait pu partir, mais il n'a pas voulu, il pensait qu'il devait s'occuper de sa mère, d'Elisabeth. Mais c'est lui qui a été le lien entre ma mère et sa mère, et aussi le lien entre lui et le reste de la famille. Alors, le diplomate. Et ensuite, Rudi, c'est le petit. Rudi, c'est le petit malin. Rudi a toujours eu l'idée de faire bien. Et donc, il a très vite travaillé dans l'industrie du textile de son père. Il a su comment faire du commerce, mais il avait aussi un petit peu de tempérament. Alors, une petite anecdote de Rudi. Rudi savait qu'il fallait quitter le pays, et donc il est allé au consulat de Prague pour essayer d'avoir un visa de sortie. Et là, il fallait aller chez les SS, pour les nazis, pour avoir des documents. Il a eu son passeport, mais lorsque les militaires ont tamponné avec l'aigle, Rudi a dit « je ne veux pas avoir ce tampon sur mon passeport ». Alors, le monsieur a dit « bon, d'accord ». Il a confisqué le passeport et du coup il était apatride. Et il était pendant toute la guerre. Non seulement lui, mais sa fille. Alors il a eu
beaucoup de problèmes pour quitter le pays. C'était juste dans la dernière minute qu'il a quitté le pays avec sa fille. Mais c'était grâce à le passeport Nansen. Est-ce que vous savez ce que c'est que le passeport Nansen? Ben nous, en Norvège, on le sait parce que c'est le passeport de Fridtjof Nansen qui est le héros de notre pays. Mais Nansen a travaillé beaucoup avec les Arméniens et donc il a créé un passeport général que une cinquantaine de pays ont approuvé. Donc ça a remplacé en quelque sorte un laissez-passer, mais c'était un passeport. Et donc, il y a des tas de personnes qui ont sauvé leur vie en Allemagne. Et donc, Rudi a réussi encore à avoir un passeport Nansen qui leur a permis de prendre le Transsibérien sibérien de Prague jusqu'à Vladivostok en passant par des tas de pays qui ont été occupés par les nazis. Mais quand ils ont vu le passeport, ils l'ont laissé passer. Parce que aussi, à cette époque-là, il y avait encore le pacte de non-agression entre l'Union soviétique et les nazis. Dès que l'Allemagne a envahi l'Union soviétique, et c'était quelques mois après, quand ils sont partis, c'était plus possible parce qu'ils étaient en guerre. Donc, il a réussi avec sa fille à arriver à Shanghai. Voilà. Et ensuite, il y a Erwin Tausig, mon grand-père maternel. Un monsieur avec un regard, il a l'air assez sûr de lui-même, il est bien sapé, il est bien soigné, il est né en Tchécoslovaquie, lui aussi. Il s'est marié avec ma grand-mère, Hermine. Ils ont divorcé après 4 ans, quelque chose comme ça, et Erwin est allé à Berlin où il a passé le reste de sa vie. Il a monté une entreprise d'imprimerie et de papeterie qui a été très très renommée, justement dans le même quartier que là où ce reporter de Bild a travaillé. Donc, quand j'ai visité, là, il m'a montré là où l'entreprise était sur la rue. Maintenant, il y a un gros bâtiment là. Erwin s'est remarié avec Mina. C'est ça? Mina Tausig, malheureusement, je n'ai pas de photo de Mina, mais c'était quelqu'un qui travaillait dans son entreprise et elle s'est mariée avec lui, elle a même converti au judaïsme et elle l'a caché pendant toute la guerre. Et si on a le temps, je vais vous lire un passage où elle a caché son mari. Elle a été arrêtée plusieurs fois, elle a été interrogée par les SS parce qu'ils savaient que son mari était là et elle avait passé du temps avec lui, mais il n'arrivait jamais à le repérer. C'est grâce à cette femme. Voilà. Alors, voilà ma famille. Maintenant, vous les avez vus en photo. Et j'entame le premier récit sur les piégés en Europe, c'est-à-dire Elisabeth, Gyula, Erwin et encore d'autres. Si vous lisez le livre, vous les connaîtrez. Gyula était, juste pour avoir quelques idées de l'ambiance à l'époque à Prague, je vais vous lire un des livres, une partie d'une lettre qu'il a. C'est le 5 octobre 1938. Demain, 6 octobre, vous partez sur le Conto Rosso pour Shanghai. Espérons que vous n'aurez pas le mal de mer. Vous avez donné ou vendu presque tous vos biens.
il ne vous reste que Rowdy, le fox terrier, et il regarde par-dessus mon épaule ce que j'écris en ce moment en hochant la tête. Comme vous le savez, les événements de ces mois de mars nous ont menés à quitter Vienne pour Prague. Grand-mère et moi partageons un petit appartement et croisons les doigts pour que quelques meubles arrivent à passer le douane. Alors, un petit peu plus tard, le 8 août, en 1939, j'ai quelques nouvelles directes ou indirectes de la communauté juive de Vienne. Ils disent qu'il y a maintenant 15 000 migrants à Shanghai et qui sont dans un tel triste état que la communauté pense à stopper tout transfert vers Shanghai. Il reste donc peu de chances que nous arrivions à migrer et je ne pense pas pouvoir trouver un quelconque travail de musicien là-bas. Alors il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Alors, encore une lettre de Jula. Ici, c'est plus tard, c'est déjà en 41, le 3 septembre 41. Là, il écrit à son frère Rudy. Mon cher Rudy, à propos des dernières possibilités pratiques d'émigrer, je ne pense pas non plus qu'elles soient sûres. La dernière proposition de M. Postelt par la Thaïlande est en révision à l'association. Et tu sais d'expérience, le moulin tourne au ralenti. Donc voilà, ils sont en train de chercher des possibilités de fuite dans des tas de pays, que ce soit l'Afghanistan ou le Brésil ou l'Argentine, mais ils n'ont jamais pu. Ils n'ont jamais pu. Je vous laisse aussi quelques mots. Ce sont des mots d'Hermine, et j'aurais dû peut-être vous le dire aussi que lorsque on travaille avec des lettres et on veut écrire là-dessus, il y a toujours la voix de la réponse qui manque, parce qu'on n'a que la lettre d'un côté. Alors j'ai pondéré très très longtemps pour savoir comment je vais faire ça dans le livre, mais je me suis décidée à utiliser les histoires de famille que je connaissais étaient vraies et véritables et de les transmettre en monologue, comme si les personnes disaient ces mots. En vérité, non, parce que je n'avais pas de lettres. Mais tout ce que j'écris là est vrai. Alors j'ai quelques mots de Hermine qui a été déportée en 1942, comme la plupart des autres, aussi les gens de film aussi, de la Tchécoslovaquie. Donc, Hermine, elle écrit en mai, elle dit en mai 1942, lorsqu'elle est déportée de Vienne. Je vivais à Vienne, au 9 Blaumanngasse, dans le 2e arrondissement, avec mon amie Charlotte Auerbach et ses parents Chava et Mailach, quand on nous a raflé en avril. Ils m'ont mise dans le convoi numéro 18 qui partait de Vienne à destination d'une ville qui s'appelle Izbica. D'Izbica, on nous a amenés dans une ville au nom de Vlodra. J'y suis vraiment horrible. Maintenant, fin mai, ils nous amèneront dans un autre endroit qui s'appelle Sobibor. On dit que c'est un camp de mort et beaucoup d'entre nous se battent contre ce nouveau convoi. Et comme je n'ai personne ici, je ferai partie du prochain convoi. Je suis encore une fois seule
et va certainement mourir seul. Qui se souviendra de moi? Eh bien moi, et peut-être vous. Voilà. Donc, cette première partie de la famille mènera à la déportation syrienne. Voilà. Le dessin ici, l'aquarelle ici, est fait par un rescapé, en fait, de Tchécoslovaquie, et qui a fait le camp de Terezín, ensuite Auschwitz, et par la suite le camp de Schwarzheide, où Gyula a été aussi. C'est un livre qui s'appelle le livre d'Alfred. Il s'appelle Alfred Kantor. S'il est connu, il a fait un livre où il a dessiné Terezín, Auschwitz et Schwarzheide. Malheureusement, c'est un livre qui est hors série maintenant, mais il y a peut-être des exemplaires qui existent encore. Moi, j'ai eu le mien à New York, en fait, à la bibliothèque de New York. Mais j'ai pu faire quelques photos. Et ça, c'est évidemment le camp de Terezín. Alors, pour y faire vite, Gyula et sa mère sont déportés en mai 1942 de Prague. Ils sont allés à Terezín, comme la plupart des gens de la Tchécoslovaquie. Elisabeth est débarquée presque de suite à Auschwitz et on n'a jamais eu de séquelles, on n'a jamais vu ce qui s'est passé. S'il a survécu le voyage, on ne le sait pas. Mais Gyula, le diplomate, il est resté 2 ans, presque 2 ans à Terezín, grâce au fait qu'il avait fait un petit peu d'études de médecine quand il était très jeune, et il servait peut-être dans les dispensaires. Mais lui aussi est déporté en mai 1944 à Auschwitz, où il est resté 3 mois, jusqu'au moment où il a eu la possibilité d'être transféré à Schwarzheide, qui était un camp de travail pour synthétiser de lignite en fuel pour l'armée de l'air allemande. Mais les esclaves, parce que c'était ce qu'ils étaient, ils n'avaient pas de possibilité de chercher des abris, parce qu'à cette époque-là, c'était la fin de la guerre, les Américains bombardaient des sites. Et ils ont eu 2 attaques, et apparemment, il a survécu les 2 attaques, les bombardements des Américains, mais nous savons qu'il est décédé au mois d'octobre 1944. Il aurait pu, peut-être, s'il aurait pu rester encore 1 an, il aurait peut-être survécu. Mais il est décédé. Voilà. Pour les piégés qui n'ont pas survécu. Mais si on commence à parler un petit peu du deuxième récit, qui est les rescapés de Shanghai. Et là, il faut faire un tout petit peu d'histoire, parce que il n'y a pas tout le monde qui sait que le Japon avait occupé Shanghai et qu'il y avait un ghetto juif à Shanghai et que les Japonais, depuis déjà 1931, ont envahi la Mandchourie. Et en 1936, le Japon a signé un pacte avec l'Allemagne nazie contre le Comintern. Vous vous souvenez, le Comintern, c'était tous des pays d'Europe communistes. Et donc, ils étaient déjà impliqués, indirectement, dans ces mouvements qui aboutissent à la Deuxième Guerre mondiale.
Ce qui fait que déjà en 1937, le Japon a envahi la Chine et Shanghai. Et quand mes parents sont arrivés, ils étaient déjà sur place. Et en 1938, ils pouvaient quand même se déplacer un petit peu comme ils pouvaient. Il n'y avait pas beaucoup de moyens, mais ils pouvaient s'installer là où ils pouvaient. En 1941, ils ont établi le ghetto pour les Juifs dans un district qui s'appelle Hongqiu, qui est un petit arrondissement de la ville de Shanghai. Mais le ghetto des Juifs était à peu près de 1 kilomètre voilà, au moment où il y avait plus de Juifs, ils étaient entre 17 et 20 000. Je ne sais pas si toutes les personnes y sont, mais c'était un ghetto où il fallait avoir un permis de sortir pour son travail ou pour faire des courses. Il fallait passer tout le temps. Je vais vous montrer, la personne qui s'en occupait. Alors, c'est-à-dire que c'est difficile, ça a été difficile, mais avec mes parents, ils ont quand même pu vivre dans cette atmosphère de réfugiés dans un pays où ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas de la langue, etc. Si vous passez là, vous allez voir l'arrivée de Juifs allemands et autrichiens à bord d'un paquebot qui était le paquebot sœur de celui dont mes parents sont arrivés. C'était le Comté Verde. Voilà. Mais c'était la même année, 1938. Et vous voyez là, ils descendent avec tous les affaires. Ils sont aussi... ils sont habillés comme s'ils étaient en Europe. En septembre, il a dû faire assez chaud à Shanghai. Mais là, ils y sont. Alors, la prochaine. Là, c'est une photo de Hongqiu. À l'époque, je n'ai pas de date, mais à l'époque où les Juifs réfugiés étaient là. Et ce n'est pas une très bonne photo, mais vous voyez qu'il y a quand même des petites boutiques avec des noms juifs là. Et il y a des Chinois qui portent des rickshaws. Et il y a une pleine activité. Mais je vais vous aussi lire un petit segment que ma mère a écrit. Voilà. Elle dit: nous sommes des réfugiés vivant dans un pays occupé par une puissance étrangère. La misère et l'injustice règnent autour de nous. La nourriture n'est guère abondante, mais elle ne manque pas. Il fait abominablement chaud l'été et nous risquons la malaria ou la dengue. Nous ne parlons pas la langue et ne comprenons pas les gens d'ici. Pourtant, je suis très heureuse de faire le ménage, la cuisine pour ceux qui m'importent le plus, Julius et Henri. Ma petite famille m'emplit de joie. Mon mari est un loyal soutien. Je peux l'aider pour tout ce qu'il me demande. Mais mon plus grand plaisir, c'est d'être une maman et une bonne épouse. Nous sommes arrivés à trouver une sorte de normalité dans nos vies turbulentes, du moins jusqu'à maintenant. Est-ce que cela fait de moi une personne mauvaise? Eh bien, je vous laisse vos avis, mais ça nous montre quand même que malgré la peste, malgré les moustiques, malgré le fait qu'ils sont étrangers, ils trouvent une sorte de normalité.
Et cette normalité, c'était aussi dans la vie culturelle, parce qu'à Shanghai, à cette époque-là, il y avait suffisamment de réfugiés pour donner des concerts, pour écrire des pièces de théâtre, même avoir des cafés où on servait le café avec Schlatz à la viennoise. Et si on avait les moyens, on pouvait le faire. Mes parents n'étaient pas parmi ceux qui avaient beaucoup de moyens, mais mon père a toujours eu du travail. Quand il est arrivé à Shanghai, il a travaillé dans une entreprise de pasta pendant très longtemps, et quand les livraisons de farine commençaient à se tarir, ils étaient obligés de faire autre chose. Et cette autre chose, c'était encore une institution juive à Shanghai à l'époque, et c'était l'école. Il y avait en Shanghai, depuis le 19e siècle, une famille d'Irakiens, de juifs irakiens, qui ont fait beaucoup d'argent, de moyens légaux et peut-être aussi moins légaux, mais qui se sont installés à Shanghai et qui étaient parmi les gens qui aidaient les juifs à venir. Et une des choses qu'ils ont vues, c'était d'établir une école qui s'appelait le Kadoorie School. Voilà. Là, vous allez voir une photo des élèves de la Kadoorie School. Et mon frère, c'est le 4e à droite. Le petit là en lait de rose, le petit réfugié viennois. Tout petit. Le 4e. Voilà. Donc, mes parents, encore sous l'idée de mon père, c'était d'essayer d'établir une sorte de food truck, d'avoir une sorte de cantine ambulante pour donner à manger aux élèves. Et avec ça, ils ont quand même gagné leur vie. Ma mère a aidé, et en même temps, ils pouvaient surveiller leur fils. C'était leur moyen. Mais comme je vous ai dit, à partir de 1941, c'était difficile. En Chine, et à Shanghai en particulier, et donc ils ne pouvaient plus sortir sans un laissez-passer. Et celui qui donnait les laissez-passer, c'était un sergent qui s'appelait Kano Goya, qui était mal famé dans toute la communauté juive, parce qu'il se proclamait roi des Juifs, parce que c'était lui qui était en charge de délivrer les laissez-passer. Et s'il ne vous aimait pas, il vous donnait une tollée, comme ça. Il se croyait la personne qui pouvait régner sur les Juifs. Voilà. Alors, mes parents sont restés à Shanghai pendant 9 ans, et la famille de Rudy encore plus, parce que Rudy a encore monté une entreprise de textile et qui marchait bien, et qui pensait, bon, ben, on va rester, jusqu'au moment où Mao Tse-tung est arrivé. Et là, ils ont confisqué tout ce qu'il avait fait, et donc ils étaient encore une fois obligés de trouver un moyen de quitter le Shanghai et d'aller ailleurs. Seulement, Rudy et sa fille étaient encore apatrides, et le passeport Nansen ne fonctionnait plus. Alors, il a eu je ne sais pas comment il a fait, parce que c'est un malin. Il a réussi quand même à trouver un moyen de quitter Shanghai en 1952, je crois. Donc, je crois que les troupes de Mao Tse-tung sont arrivées en 1949 ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont pu rester plus longtemps. Pour le Canada, avec une nouvelle femme, et il a réussi, encore une fois, à monter des entreprises qui ont permis d'avoir une vie confortable jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il y a des gens qui réussissent comme ça.
Bon, alors je ne sais pas si je commence à... Est-ce que j'ai le temps d'aborder le troisième récit ou vite fait? Oui. Oh, vite fait, d'accord. Je parle de la bataille de Mina Tausig. Mina Tausig a hébergé mon grand-père pendant toute la guerre, jusqu'à la libération. Il est sorti de ces endroits où il était caché et il a trouvé un travail pour superviser les gens qui étaient... c'était des gens de toutes sortes pour déblayer toute la masse autour de Berlin. Alors c'était son job de superviser. Et Irvine et sa femme étaient installés dans un appartement pas très loin de là où ils habitaient, qui était complètement bombardé. Et un soir du 7 février 1946, il y a quelqu'un qui tape à la porte et Mina ouvre la porte. Alors elle dit oui, je peux vous aider à quelque chose. Est-ce que Irvine Tausig habite ici? Et elle dit oui, et puis elle a laissé entrer, et puis il est ressorti et il est revenu avec deux hommes, et quand mon grand-père est sorti, ils lui ont tiré dessus et l'ont tué. Alors Mina, qui avait fait tout ce travail pendant les années de guerre, il a survécu, il était prêt à refaire encore une vie, et il y a ces trois gens qui viennent là, qui ont disparu, on n'a jamais vu, on ne les a jamais capturés. Mais Nina était pendant toute sa vie convaincue que c'était des nazis qui voulaient prendre. Ça n'a jamais été prouvé. Il est mort le lendemain et elle est restée sans moyens, sans possibilité d'avoir une restitution de biens. Et ça a été confirmé quand j'étais avec Hans Wilhelm au bureau de restitution de biens. Il a été tellement fructueux qu'il a... Il y avait d'autres personnes aussi, pas que nous. Il a mené une campagne pour faire... Est-ce que vous savez, ici à Strasbourg, les plaquettes en Bordal? Vous en avez ici. Okay. Voilà. Alors il a travaillé pour mettre des Stolpersteine pour mon grand-père, mais aussi pour Mina, qui n'était pas déportée, qui n'était pas juive, mais pour l'effort qu'elle a fait, et ça aboutit. Alors les Stolpersteine se trouvent là où exactement, pas à leur résidence parce que ça n'existe plus, mais là où il avait son entreprise. Et on était là pour la cérémonie il y a 2 ans, et c'était très émouvant. Et j'ai des amis qui viennent aussi, des amis de Norvège, et quand ils sont à Berlin, ils viennent aussi faire un pèlerinage. Et chaque année, ils prennent les étudiants journalistes à astiquer les plaques, chaque année. Voilà. Voilà l'histoire de ma famille. Je vous remercie de votre patience.